Ok, bonjour tout le monde. J'aimerais vous présenter le docteur Anne-Valérie Allen. Elle vit en Pennsylvanie, aux États-Unis, et travaille comme hospitaliste chez Pinnacle Health. You can start when you're ready. Bonjour tout le monde. Donc, comme Amanda a dit, je suis en Pennsylvanie et je travaille comme hospitaliste. J'ai fait mes études de médecine en Haïti et ensuite je suis partie pour faire une résidence en médecine interne. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la prise en charge de l'obésité, qui est un sujet qui, je n'ai pas de spécialité dans ce sujet, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'ai toujours préféré présenter ce thème. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et les objectifs de cette présentation sont d'abord de savoir comment évaluer un patient qui est avec obésité et déterminer les risques de ce patient et comment les aborder. Ensuite, pouvoir mettre en place un plan de traitement. Et enfin, connaître les options de traitement pharmacologique, qui sont les options auxquelles, en général, nous ne sommes pas familiers. Pour la mise en contexte, donc pourquoi c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est à cause de la tendance à travers le monde, mais aussi dans les pays du tiers-monde, incluant Haïti. Donc, quand on parle d'Haïti, quand on parle de pays pauvres, quand on parle de pays en Afrique, on a toujours tendance à avoir des enfants qui sont mal nourris, des personnes qui sont émaciées, ce qui est correct, parce qu'il y a beaucoup de famine, il y a beaucoup de manque d'accès à l'alimentation. Et cependant, il ne faut pas oublier que le taux d'obésité augmente et elle augmente partout. Donc, ici, je vous montre là, c'est un tableau de l'OMS qui évaluait les taux de diabète, d'obésité et de surpoids dans les pays de l'Amérique centrale. Et ce premier tableau, c'est pour Haïti. Donc, il y a en Haïti 35,5% de personnes qui sont en surpoids et 10,7% de ces personnes sont obèses. Ça, c'était une évaluation qui était faite en 2016. Et il y avait une conférence de la FAO en mars de cette année où ils ont eu à dire de Haïti, hunger is growing and obesity has become an epidemic. So, ça veut dire qu'on a encore la malnutrition et les problèmes de faim qui sont là, mais en même temps, parallèlement, il y a l'obésité qui devient une épidémie. Pourquoi ça devient une épidémie? Il y a beaucoup de raisons. Il y a des raisons culturelles parce que en Haïti, être gros et être bien gras, ça veut dire que tu es en bonne santé ou c'est une question culturelle. Ensuite, il y a les habitudes culinaires, les habitudes alimentaires, la quantité d'huile qu'on utilise dans la cuisson, le beurre, la quantité de sucre que nous prenons, tout ça, ça contribue. Il y a des facteurs socio-économiques parce qu'à cause de la pauvreté, c'est pas évident que tu as le choix par rapport à ce que tu manges. Tu manges ce que tu trouves et les aliments sains sont la plupart du temps les plus chers. Donc, c'est plus facile d'acheter un pâté avec tout ce qu'il y a de pâte et de graisse et d'huile là-dedans que d'avoir accès à une salade ou à des fruits. Ensuite, il y a aussi comme facteur socio-économique le fait que la population fermière a diminué et que toutes les personnes, beaucoup de personnes sont sorties des provinces où l'environnement était plus sain, l'alimentation était plus saine et ils avaient encore plus d'activité physique parce qu'ils travaillaient la terre, ils marchaient beaucoup. Toute cette population-là qui a migré vers la capitale, maintenant leur alimentation a changé parce que avec la mondialisation aussi, on s'est éloigné de nos habitudes traditionnelles alimentaires et on mange beaucoup des chips, des snacks qui ne sont pas forcément des choses santé. Ensuite, il y a le manque d'éducation de la population qui ne comprend pas les risques, et c'est surtout pour ça, et le manque de sensibilisation, parce que je ne pense pas avoir entendu de soucis d'obésité à aucun niveau en Haïti jusqu'à présent. Et ceci est important, c'est surtout à cause des conséquences que l'obésité apporte. L'obésité affecte pratiquement tous les systèmes et j'ai noté quelques exemples qui sont plus pertinents de quelques systèmes. Et si on prend le système neurologique, avec l'obésité, tu as l'accumulation de graisse, tu as l'accumulation des plaques d'athérome, donc tu as les risques d'accidents cardiovasculaires. Psychologiquement, ça entraîne la dépression, la diminution, le manque d'estime de soi.
Pour le système cardiovasculaire, c'est le plus affecté avec l'hypertension, l'hyperlipidémie, les maladies coronariennes, les thromboembolies. Pour le système gastro-entérologique, on a la stéatose hépatique, ça entraîne un risque de lithiase vésiculaire. Pour le système respiratoire, il y a l'apnée du sommeil, les syndromes d'hypoventilation liés à l'obésité, l'acné, l'hirsutisme pour le système cutané, les insuffisances rénales chroniques pour le système rénal, et pour le système reproductif, il y a l'infertilité et toutes les complications de la grossesse qui viennent avec l'obésité. Il y a aussi l'ostéoarthrite, le diabète, les problèmes d'insulinorésistance, etc. Et en plus, ça a un impact socio-économique parce que avec la prise de poids viennent les maladies et les handicaps, et à ce moment-là, cette personne-là n'est pas apte à participer, à prendre part convenablement et à participer dans l'activité socio-économique d'une population. Donc, en fait, si les taux continuent à augmenter en ce sens, ça va devenir un problème de santé publique et ça va avoir un impact économique grave sur le système de santé. Je n'ai pas pu trouver des données par rapport à ce qui se passe en Haïti, mais c'est juste pour vous donner une idée, j'ai mis ce que j'ai pu trouver pour les États-Unis. Donc, une estimation des dépenses médicales liées à l'obésité aux États-Unis s'élève à 147 billions de dollars par année, ce qui fait à peu près 6 à 7% du budget de santé. Ça, c'était en 2001, et de 2001 à 2018, c'est passé de 6% à presque 8%. Donc, c'est un problème qui continue à s'aggraver. Et encore, c'est important parce que, bien entendu, la prévention est toujours moins coûteuse que le traitement de toutes ces maladies et de toutes ces complications. Donc, en tant que médecin, quel rôle nous avons dans participer à la prise en charge, à la prévention et au dépistage? Donc, premièrement, c'est le dépistage. Quand le patient se présente, il faut considérer ça comme un problème qu'il faut adresser. En général, on a tendance à passer à pieds joints sur l'obésité. On adresse tous les autres problèmes du patient, mais ça, on ne touche pas. Le deuxième rôle, c'est d'éduquer. Ce qui va permettre à une personne de faire des changements, c'est quand des changements dans son mode de vie, c'est quand la personne comprend les risques qui vont venir plus tard avec leur situation actuelle. Et ça, pour que les gens comprennent, il faut les éduquer. Et en fin de compte, la dernière étape sera traiter. Comment dépister? L'obésité, c'est quand une personne a un poids supérieur à ce qui est considéré sain par rapport à sa taille. Donc, c'est pas juste, on ne peut pas juste regarder le poids et dire que la personne est obèse, il faut considérer la taille. C'est pour ça qu'il y a un facteur qui permet de déterminer l'obésité et le surpoids. C'est l'indice de masse corporelle. Et l'indice de masse corporelle se calcule en divisant le poids en kilos par la taille en mètres carrés. Et ça va donner une valeur en kilogrammes par mètre carré. Un indice de masse corporelle normal va de 18,5 à moins de 25 kg par mètre carré. À partir de ça, on va pouvoir classer les personnes en surpoids ou en souffrant d'obésité, dépendamment de leur indice de masse corporelle. Donc, un surpoids serait un indice de masse corporelle qui va de 25 à 29,9 kg par mètre carré. L'obésité, tout ce qui est au-delà, qui est à 30 et au-dessus, est considéré comme obésité. Et on classe les différents types d'obésité en classe 1, classe 2, classe 1, classe 2, classe 3, dépendamment de l'indice de masse corporelle. Donc, classe 1 va jusqu'à 34,9, classe 2 va jusqu'à 39,9 et classe 3 va à 40 et plus de kilos par mètre carré. Et les sous-classes, c'est parce que ça va faire une différence dans le traitement que tu vas proposer au patient. L'autre facteur aussi qui permet d'évaluer les risques d'une personne, c'est la circonférence de taille. Donc, toute personne qui est obèse ou en surpoids, il faut calculer la circonférence de taille parce que ça fait une différence. Et ça mesure l'adiposité viscérale qui est, comment je dirais, ce qui donne le plus de risques de comorbidité liées à l'obésité. Donc,
la circonférence de taille doit être à 40 ou moins chez l'homme ou 35 ou moins chez la femme. Donc, au-delà de 40 chez l'homme, 40 pouces chez l'homme, ça entraîne des risques, et au-delà de 35 chez la femme, ça entraîne des risques. J'ai choisi de laisser ça en pouces parce que les nombres ce sont des nombres exacts et c'est plus facile à retenir. Comment on mesure le tour de taille? Il faut localiser la crête iliaque chez le patient et placer un ruban métrique au niveau qui fait le tour de taille au niveau de la crête iliaque. Et il faut faire ça à la fin d'une expiration normale pour avoir des nombres qui sont appropriés. Les risques qui sont associés à la circonférence de taille. Si quelqu'un a un indice de masse corporelle inférieur à 20, ça veut dire que c'est une personne qui est dans les limites de la normale. Et un tour de taille qui est inférieur, ça c'est les valeurs en centimètres qui correspondraient aux valeurs en pouces que j'avais présentées avant. Donc, si le tour de taille est inférieur à 102 cm chez l'homme, 88 cm chez la femme, il n'y a pas de risque. Mais tu prends cette même personne avec un indice de masse corporelle de 20, qui est normal, mais avec un tour de taille supérieur à 102 ou supérieur à 88, ça augmente les risques de comorbidité. Et un indice de masse corporelle entre 20 et 29, ça veut dire que cette personne-là va dans la catégorie surpoids, à partir de 25 jusqu'à 29. Avec ce taux de taille normal, tu as un risque qui est accru, mais avec un taux de taille plus élevé au-delà de la normale, le risque est élevé. Et si tu prends des personnes avec obésité, donc qui seraient supérieures à 30, le taux de taille normal est quand même un risque élevé parce que la personne est déjà dans la catégorie d'obésité, mais un taux de taille supérieur à 102 ou supérieur à 88 chez la femme change le risque à très élevé. Et le risque élevé, accru ou très élevé, c'est des risques de quoi? C'est surtout des risques de diabète, d'hypertension, de maladies cardiovasculaires, d'athérosclérose. Donc, la circonférence de taille chez quelqu'un est associée à des risques de diabète, hypertension et maladies cardiovasculaires. Et si en plus la personne a obésité, les risques sont encore plus élevés. Donc, on a fait un petit rappel des critères d'obésité. Maintenant, on va rentrer dans la visite médicale, par exemple. Donc, quand un patient se présente et l'obésité est diagnostiquée, comment aborder ce patient? D'abord, on commence par, comme avec toute autre maladie, histoire et examen physique. Et il y a des éléments qui sont importants dans l'histoire. Par exemple, l'âge à laquelle l'obésité ou la prise de poids a commencé. Est-ce qu'il y a histoire familiale d'obésité? Est-ce que la personne avait essayé de perdre du poids avant? Est-ce que ça avait réussi ou pas? Est-ce qu'il y a des facteurs qui sont associés à cette prise de poids? Est-ce qu'il y avait une période de dépression? Est-ce qu'il y a un nouveau médicament qui a été commencé? Les habitudes alimentaires de la personne, combien de fois par jour, quelle quantité de nourriture et quelle est la composition des plats que la personne mange. La sédentarité, les gens qui travaillent, les employés de bureau qui restent assis la plupart de la journée, ou bien si la personne fait des activités physiques. J'ai parlé déjà de médication. Est-ce que la personne a déjà des comorbidités et est-ce qu'il y a d'autres symptômes associés? Tout ça parce que ça va nous permettre de voir, de chercher la cause, de trouver si possible une cause et un facteur qui peut expliquer cette obésité. Et l'appareil initial, c'est les examens de base. Donc, ça sera un bilan thyroïdien parce que l'hypothyroïdie est associée à prise de poids. L'hémoglobine A1C pour voir s'il y a diabète, un bilan lipidique et aussi une fonction hépatique. Ce tableau sépare en catégories les étiologies possibles de l'obésité. Donc, elles sont multiples. Et c'est les informations recueillies dans l'histoire et dans l'examen physique qui vont permettre de peut-être catégoriser cette obésité et trouver si on peut avoir une cause. Donc, il y a les causes iatrogéniques qui sont des médicaments qui ont été commencés pour traiter
quelque chose d'autre. Il y a les causes alimentaires. Comment tu manges et qu'est-ce que tu manges et quelle quantité tu manges. Il y a les causes endocrinologiques comme le syndrome de Cushing, la hypothyroïdie, des problèmes d'hormones de croissance. Il y a des causes sociales aussi. Il y a les facteurs psychologiques, des facteurs psychiatriques aussi, si la personne a des problèmes d'alimentation ou liés à une maladie psychiatrique. Et puis, il y a la sédentarité, il y a aussi la génétique. Ça, c'est juste pour vous donner une idée des médicaments qui sont des fois associés à la prise de poids. Donc, ce sont les stéroïdes que nous savons déjà. Il y a certains antidiabétiques comme les sulfonylurées, l'insuline qui peuvent entraîner des prises de poids, certains antipsychotiques, certains antihistamines, des antidépresseurs, les bêta-bloqueurs, on a dit spécialement le propranolol, et certains agents hormonaux aussi peuvent entraîner. Donc, il faudra demander et s'assurer que le patient ne prend pas un de ces médicaments. Ensuite, après avoir évalué et posé toutes les questions et examiné, on cherche les comorbidités qui sont sous-jacentes. Est-ce que le patient souffre de diabète? Est-ce qu'il y a des symptômes d'apnée du sommeil, des maladies cardiovasculaires et des facteurs de risque additionnels en plus si la personne est sédentaire ou bien si la personne fume, ça augmente encore les risques. Donc, comment choisir quel patient a besoin d'être traité? L'indice de masse corporelle de 25 à 29 qui met la personne dans la catégorie de surpoids, s'il n'y a pas de comorbidité, le risque de ces complications est bas. Donc, l'éducation et du counseling, ça suffit, on n'a pas besoin d'intervention agressive pour perdre de poids. Et l'éducation, ça serait sur l'alimentation, sur l'activité physique, surtout. Mais si cette même personne avec un surpoids, avec un IMC de 25 à 29, a un taux de taille élevé, à ce moment-là, le risque augmente et il faut commencer à intervenir. Si cette même personne a des comorbidités, ou bien c'est une personne avec IMC en à ce moment-là, le risque est plus élevé aussi, il faut intervenir. Et si l'IMC est supérieur à 35, ou bien si l'IMC est supérieur à 35 avec IMC supérieur à 40, le risque est encore plus élevé et il faut également intervenir. Maintenant, quand on décide d'intervenir, comment ça se passe? Il faut premièrement fixer les objectifs. Et c'est important de fixer des objectifs clairs et précis avec les patients. La prise en charge doit être individualisée. Il n'y a pas un plan de traitement qui marche pour tout le monde, ça n'existe pas. Et il faut des objectifs SMART. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette expression, mais ce sont des qualificatifs d'objectifs qui font qu'on détermine des spécificités et des délais pour que ces objectifs soient atteignables et pour que ça soit plus réaliste pour la patiente. Donc, S, ça veut dire des objectifs spécifiques. Et quand c'est spécifique, il faut des détails. Ça veut dire que tu dis à la patiente, tu dois perdre 1 livre par semaine pendant X temps. Donc, c'est spécifique, j'ai exactement ce que je cherche. J'ai un but exact. C'est mesurable, ça veut dire, si je te dis de perdre 1 livre par semaine et je te revois dans un mois, ça veut dire que je peux encore prendre le poids et déterminer est-ce qu'on a atteint cet objectif ou pas. Donc, c'est mesurable. C'est atteignable. Est-ce que cet objectif est atteignable pour la patiente? Si c'est quelqu'un qui a des problèmes d'insécurité alimentaire, il y a des sacrifices ou bien des restrictions alimentaires que la personne ne peut pas se permettre de faire. Donc, il faut adapter ça à la situation de chaque personne. Il faut que les objectifs soient réalistes et que les objectifs soient temporels. Ça veut dire que quand on dit 1 livre par semaine pendant X semaines, donc on a un délai exact. Donc, en moyenne, un objectif réaliste, c'est de s'attendre à une perte de 10% du poids initial sur une période de 6 mois, ce qui serait à peu près
1 à 2 livres pendant les premiers 6 mois. Ça, c'est un objectif réaliste qu'on peut proposer à un patient, bien entendu, dépendamment de la situation socio-économique et des choses comme ça. Et on dit que même quand la perte de poids est minime, même une réduction de 5% a des bénéfices favorables sur l'état de santé général de la personne. Cette prise en charge-là a surtout 3 composantes. Il y a, alors, pas 3 composantes, mais 3 possibilités de 3 artères qu'on peut prendre de cette prise en charge. Il y a la thérapie comportementale et psychosociale, donc des modifications des habitudes de vie, soutien social, soutien psychologique si possible. Donc à ce moment-là, on ne fait pas il n'y a pas de médicaments qui interviennent, c'est juste des modifications du mode de vie de la patiente. Ensuite, on peut aller vers la pharmacothérapie. À ce moment-là, on donne des médicaments pour essayer de perdre du poids. Et en fin de compte, il y a le traitement chirurgical qui est la chirurgie bariatrique. Donc, si on commence avec la première option, pour changer les habitudes, ça va inclure une combinaison de diète, d'exercice physique et de modification du comportement. En général, ça inclut une équipe multidisciplinaire. Ça, dans les pays qui sont plus avancés, qui ont plus de ressources, ça inclut le médecin, ça inclut des infirmières, des nutritionnistes, des coachs de vie, des coachs d'activité physique, etc. Mais je dirais que dans un milieu à ressources plus limitées, ça serait probablement le patient, le médecin et le support familial que la personne peut avoir et possiblement s'il y a des psychologues disponibles, un support psychologique de spécialistes. Et j'avais écrit accountability partner, je n'ai pas pu trouver comment traduire ça en français, mais c'est quelqu'un qui décide de t'aider dans un chemin difficile. C'est cette personne-là qui est supposée faire un travail de police pour s'assurer que les objectifs sont atteints et que si tu dis que tu ne vas pas manger après 7 heures et que cette personne est là et peut te demander des comptes sur ce que tu fais par rapport à ce que tu étais supposé faire. Et puis, dans cette entreprise, l'objectif majeur, c'est d'atteindre un déficit calorique. Donc, de diminuer la quantité de calories en général que quelqu'un prenait par rapport à ce qu'il prenait avant et diminuer la quantité. Donc, si quelqu'un avait une diète de 2500 calories par jour, afin d'atteindre une perte de poids, il faut diminuer ça au moins de 500 calories par jour. Donc, ça demande une modification de l'alimentation. Et bien sûr, parce que c'est difficile et ça demande beaucoup de suivi, il faut des visites médicales répétées. La diète, il faut que la diète soit placée. Nous ne sommes pas nutritionnistes, mais on peut donner des recommandations à quelqu'un, à un patient. Donc, il faut que la diète soit basée sur des plans normaux et de chaque jour. Tu ne vas pas demander à la personne d'acheter des ingrédients qu'on ne trouve pas en Haïti ou bien qu'il faut aller dans une zone reculée pour les trouver ou bien qu'il faut aller au market et ça coûte trop cher. Il faut que ça fasse partie du régime alimentaire de chaque jour de la personne. Il faut réduire les portions et je l'avais déjà dit, il faut que le nombre de calories soit réduit de 500 à 1000 kilocalories par jour. Cependant, il faut rester au-delà de 800 calories parce que le corps a besoin d'énergie pour son fonctionnement de base. Il y a différents types de diètes. Il y a des diètes faibles en graisse, faibles en sucre, riches en protéines. En fait, après avoir analysé toutes ces possibilités-là, il n'y a pas vraiment, les études n'ont pas montré vraiment de différence. Après 1 à 2 ans de suivre ces diètes, il n'y a pas vraiment de différence entre les 3 pour la perte de poids. Donc, ce qui est le plus facile et le plus atteignable pour le patient, c'est ce qu'il faudra choisir. Et pour perdre du poids, il faut être compliant à cette diète. Et la diète qui est faible en carbohydrates, donc faible en sucre, est la plus
n'a pas de différence en termes de perte de poids, mais sera la plus bénéfique en termes de santé cardiovasculaire du patient. Pour l'exercice physique, c'est moins efficace que les restrictions alimentaires. Si l'exercice physique sans diète et sans restriction alimentaire ne va pas marcher. Exercice physique, ça veut dire, donc tu ne peux pas dire à la patiente, il faut perdre du poids, aller faire du sport, aller faire des exercices. Il faut donner à la personne un guide. Et en fait, 30 minutes d'exercice chaque jour pendant 5 à 7 jours par semaine, ça permet de prévenir la prise de poids et maintenir le poids actuel. Donc, pour perdre du poids, il faut pouvoir faire plus que ça. Donc, ça serait 45 minutes chaque jour ou bien 1 heure de temps chaque jour, 1 heure de temps 5 fois par semaine. La recommandation de 30 minutes 5 à 7 fois par semaine, c'est pour garder son poids actuel et ne pas gagner du poids. Donc, le sport sans autre intervention donne seulement une seule perte de poids. J'avais déjà parlé de ça. Donc, il faut combiner les deux. Et pour les exercices physiques, il faut inclure des exercices aérobiques qui seraient la cardio et des exercices de résistance qui seraient la musculation. La thérapie comportementale, ce sont les interventions qui vont aider la personne à faire des changements à long terme dans les habitudes alimentaires. Donc, elle va adresser des comportements qui ont été appris, des comportements avec lesquels on a grandi, des habitudes alimentaires qu'on a depuis l'enfance. Le but de la thérapie comportementale, c'est d'aider le patient à changer ses habitudes. Il y a différentes composantes de la thérapie comportementale. Il y a le self-monitoring, la personne peut garder un journal de l'alimentation pour voir, et quand on écrit et qu'on voit, ça permet de faire des changements. Si tu essaies de revenir par mémoire, tu ne vois pas exactement ce qui s'est passé pendant cette journée ou bien pendant cette semaine. Quand tout est écrit, c'est plus facile de faire des évaluations. Et quand, en tant que personnel de santé, tu vois ce journal et c'est plus facile de faire des recommandations pour la personne. Déterminer des objectifs, manger plus lentement, planifier des activités physiques, avoir du support social et reconnaître les problèmes et les obstacles que la personne peut les rencontrer et donner à la personne ou bien proposer des moyens pour les contourner. Il y a un outil de thérapie comportementale que j'aime beaucoup. C'est le motivational interview. C'est poser à la personne des questions qui provoquent une réflexion et quand la personne fait cette réflexion-là elle-même et vient avec les réponses elle-même, c'est plus facile de prendre conscience de la situation et d'avoir tendance à apporter des changements. Donc, au lieu de dire, si tu demandes à la personne, comment était votre vie avant d'avoir gagné du poids? Si avant d'avoir gagné du poids, je pouvais jouer avec mes petits-enfants, je pouvais aller au marché et acheter et apporter des sacs, maintenant je ne peux plus. Donc, ça permet à la personne de réaliser que sa qualité de vie a changé. Et ce n'est pas toi qui dis, c'est la personne qui réalise elle-même. Quelles habitudes pensez-vous contribuer à vous faire grossir? Donc, la personne va venir elle-même avec ses réponses. Elle va dire, je bois du coca chaque jour, je mange des pâtés chaque jour, j'utilise beaucoup de graisse dans ma nourriture. Donc, quand la personne vient avec les réponses elle-même, c'est plus facile pour elle de faire des changements. Que pensez-vous vous arrivera si vous ne changez pas vos habitudes? Donc, la personne pourra répondre que je vais être malade, je vais développer ci et ça, je ne pourrai plus, avec mon arthrite va s'aggraver, je ne pourrai plus marcher, des choses comme ça. Donc, ça entraîne une meilleure prise de conscience. Donc, on est passé par la thérapie comportementale, on est passé par la diète et les exercices physiques. Maintenant, je vais aborder la pharmacothérapie. Il y a des indications pour la pharmacothérapie. On ne commence pas d'emblée. Il faut que soit
la personne a un indice de masse corporelle supérieur à 30, ou bien un indice de masse corporelle entre 27 et 30 avec comorbidité. Et aussi, la pharmacothérapie doit être accompagnée de diète et de sport. Ça ne peut pas être, je vais prendre une pilule chaque jour pour maigrir, ça ne marche pas comme ça. Il faut associer les différentes composantes du traitement. L'objectif de la pharmacothérapie, alors du médicament qu'on choisira, l'objectif c'est de diminuer de 1 livre ou plus par semaine et de perdre plus de 5% de son poids dans les prochains 3 à 6 mois. Si la personne prend un traitement et qu'il n'arrive pas à cet objectif dans 3 à 6 mois, il faut réviser le plan de traitement et changer de thérapie. Quand on arrive à avoir 10 à 15%, ce qui est possible, ça veut dire que le traitement marche et on a obtenu d'excellents résultats. Donc, j'avais déjà dit, si la perte de poids est moins de 5%, il faut réviser la thérapie et changer. Et avec ces médicaments-là, on ne continue pas à maigrir éternellement. Il y a un effet maximal thérapeutique que le traitement ne peut pas dépasser. Et quand le médicament est arrêté, il faut s'attendre à une perte de poids si on ne continue pas avec les interventions de modification de changement de vie, ça veut dire une alimentation plus saine, plus d'exercice, etc. Il y a une liste de médicaments disponibles pour perdre du poids. J'ai choisi de présenter un seul parce que je crois que c'est disponible en Haïti. C'est mieux connu, ça s'appelle Lorisac, c'est mieux connu sous le nom de Zenical. C'est un médicament qu'on peut acheter sans prescription aux États-Unis. Je pense qu'il est disponible aussi en Haïti. Pour les autres options, j'ai demandé à des pharmaciens. Il paraît qu'il y en a, ils ne sont pas disponibles. Donc, comment le Lorisac fonctionne, c'est qu'il va bloquer la lipase pancréatique et empêcher l'absorption des lipides au niveau du tube digestif. C'est toujours la thérapie initiale de choix, sauf si le patient a des contre-indications. C'est avantageux pour les patients avec hyperlipidémie, hypertension et diabète, parce que, en fait, ça agit plus sur les lipides. Et les effets secondaires, c'est que ça réduit l'absorption des vitamines liposolubles et on peut avoir des crampes abdominales, ça peut entraîner des flatulences aussi. Les autres traitements, je les ai juste listés. Il y a la lorcaphérine, le liraglutide. Le liraglutide, c'est un antidiabétique, mais qui marche aussi comme agent amaigrisseur, phentermine, topiramate et le bupropion. Mais je ne vais même pas m'attarder dessus. Ce ne sont pas des traitements disponibles ici. J'ai choisi aussi de parler du metformin. Le metformin n'est pas un médicament, c'est un antidiabétique. Ce n'est pas un médicament qui est approuvé comme agent amaigrisseur. Cependant, il a été beaucoup étudié parce qu'on a réalisé que ça a un certain effet sur l'amaigrissement. Donc, je vais vous présenter quelques informations sur le metformin. Donc, le mécanisme, on connaît ses effets sur le glucose, comme il diminue la production de glucose dans le foie, diminue l'absorption de glucose dans les intestins, etc. Mais il agit aussi sur la masse adipeuse pour la réduire dans le corps. Il y a le programme de prévention de diabète aux États-Unis. Ils ont un très grand pool de patients. Donc, ils ont fait ces études sur les patients qu'ils ont avec prédiabète et avec intolérance à l'insuline, intolérance au glucose. Donc, ils ont fait 2 études, une en 2009, ils ont publié une en 2009, une en 2012. Je vais présenter seulement celle de 2012. Et dans ça, ils avaient plus de 3000 patients ils avaient choisi ceux qui avaient un niveau de glucose à jeun entre 95 et 125 et les patients prédiabétiques. Ils ont placé ces patients-là sous metformin et les ont suivis pendant 2 ans. C'était une étude randomisée et c'était une étude où je n'arrive pas à faire. C'était une étude qui était
je vais vous dire ça en anglais, c'est double blind and randomized. Double blind, ça veut dire que le patient ne sait pas quel médicament il prend et le médecin qui va évaluer le patient ne sait pas quel médicament. Donc, tu n'as aucune idée si le patient est sous placebo ou bien si le patient est sous metformine. Donc, ça diminue les interférences dans l'étude et ça donne une étude de meilleure qualité. Donc, c'était une étude de très bonne qualité. Et après 2 ans, ils ont vu. Donc, si vous regardez dans la figure, en haut, c'est les changements de poids sur une période de 10 ans et en bas, c'est les changements de circonférence de taille. Donc, si vous regardez la ligne sur laquelle je pointe, qui est juste en bas, c'est les patients qui étaient les plus très adhérents à leur traitement de metformine. Donc, c'est les chiffres ici, c'est le pourcentage de poids que la personne aurait gagné en haut ou aurait perdu. Donc, les gens qui étaient sur metformine, sur une période de 2 ans, ont à peu près perdu 4% de leur poids et sur une période de 10 ans, je crois qu'ils ont plus ou moins pu maintenir cette perte de poids. Ils ne sont pas remontés à leur poids initial. Donc, ils ont fait une étude très stricte pendant 1 à 2 ans avec un suivi très contrôlé. Après les 2 ans, ils ont continué à suivre ces patients, mais pas avec autant de rigidité. Les patients qui ont reçu le placebo, c'est la ligne d'en haut sur laquelle je pointe. Ils ont commencé ici et on voit qu'il y a eu une diminution de poids et ensuite une montée. Donc, si on regarde en gros, il n'y a pas vraiment eu de changement de poids entre cette ligne-là et la ligne d'en bas, qui est le metformin. Et les lignes qui sont entre les deux, ce sont les patients qui n'ont pas été très adhérents à leur traitement. Donc, ils ont donné les résultats en fonction de l'adhérence du patient. Et ils ont contrôlé, dans cette étude-là, ils avaient évalué l'adhérence en comptant les pilules. Donc, à chaque visite médicale, ils font le patient venir avec sa boîte de médicaments et ils comptent les pilules. Donc, pour que le metformin ait un effet significatif sur la perte de poids, il faut que le patient soit adhérent au traitement. Et on voit aussi la même tendance plus ou moins avec la circonférence de taille qui a diminué avec le metformine, bien qu'elle a remonté ensuite après, mais pour les patients sous placebo, il n'y a pas eu trop de changements et en fait, on a eu la circonférence de taille qui a tendance à augmenter avec le temps. On a fait des études avec le metformine sur les patients avec ovaire micropolycystique aussi, parce que ce n'est pas une indication formelle, mais certains patients avec ovaire micropolycystique sont placés sous metformine pour diminuer les risques de développement de diabète et aussi pour les aider à perdre du poids pour favoriser l'ovulation. Et dans ce groupe de patients, on a aussi montré que l'indice de masse corporelle a diminué pendant que les patients étaient sous metformine. Cette étude était faite en Allemagne en 2013 et ça, c'est avec des patients qui n'avaient un taux de glucose normal, donc qui n'avaient pas d'intolérance au glucose, pas de prédiabète et pas de OMTK. Donc, le but de cette étude, c'était de voir est-ce que ces patients-là qui n'ont aucun problème avec leur glycémie vont aussi bénéficier du metformin comme agent amaigrisseur. C'était une petite étude, pas aussi bonne que la précédente que j'ai présentée, mais les résultats sont assez significatifs. Donc, c'était pas une étude randomisée. Ils avaient 154 patients avec indice de masse corporelle supérieur à 27 et des patients euglycémiques qu'ils ont placés sous metformin et puis ils avaient seulement 45 patients dans le groupe contrôlé. Dans le groupe contrôlé, ils n'avaient donné aucune médication et avaient suivi les patients pour voir quel changement il y aurait dans le poids. Donc, ils les ont suivis sur une période de 6 mois et on voit que les patients qui étaient sous metformin ont perdu en moyenne 5,8 kilos sur cette période de 6 mois, plus ou moins 7 kilos.
Et puis, les patients qui étaient dans le groupe contrôle ont en fait gagné du poids pendant cette période de 6 mois. Ils ont gagné en moyenne 0,8 kg, plus ou moins 3,5. Ils ont aussi mentionné que 20% des patients qui étaient sur metformine n'ont perdu aucun poids. Et ce qui est important à noter aussi, c'est que malgré ces patients étaient euglycémiques, ils n'ont noté aucun épisode d'hypoglycémie pendant la durée de l'étude. La chirurgie bariatrique, je ne suis pas sûre, je ne sais pas si elle est disponible en Haïti, je ne suis pas sûre, donc je ne veux pas me prononcer là-dessus, mais elle a des indications aussi. Donc, les indications de la chirurgie bariatrique seraient si un patient a un indice de masse corporelle de plus de 40 kg par mètre carré, c'est une indication pour la chirurgie bariatrique. Si un patient a un indice de masse corporelle supérieur à 35 kg par mètre carré, plus des comorbidités qui sont liées à cette obésité-là, c'est aussi une indication pour la chirurgie bariatrique. Et également des patients qui sont passés par toutes les étapes précédentes et qui ont été stricts et réguliers avec leurs interventions, mais qui n'ont eu aucun résultat en termes de perte de poids, ces patients-là aussi peuvent être considérés pour la chirurgie bariatrique. Et quand on dit un IMC de 35 plus comorbidité, ces comorbidités-là sont nombreuses. Il y a diabète, hyperlipidémie, maladie pulmonaire sont les plus communes, sont celles qu'on a tendance à chercher, mais il y a aussi l'ostéoarthrite, il y a la stéatose hépatique, les stases veineuses, tout ça, c'est des cas, ça c'est classifié comme des comorbidités liées à l'obésité qui peuvent mettre un patient dans le pool de personnes qui peuvent être éligibles pour une chirurgie bariatrique. Donc, le plan de traitement pour une personne en surpoids ou bien pour une personne obèse est assez élaboré, assez compliqué, assez difficile à suivre. Et pour une population défavorisée, ça peut être encore plus compliqué. Ça peut donner l'impression que on ne peut pas atterrir avec le plan parce qu'il y a trop de problèmes, trop d'autres problèmes que le patient confronte qui sont peut-être pas aussi prioritaires et peut-être qu'il n'y a pas moyen de les contourner. Donc, je n'ai pas trouvé de recherche faite en termes d'intervention pour la perte de poids dans les populations défavorisées. Je n'en ai vraiment trouvé aucune. Il y a j'ai trouvé une qui est en cours dans une population défavorisée en Colombie, mais l'étude n'est pas encore aboutie, donc on n'a vraiment pas de recommandation. Cependant, on est conscient des limitations. Ce que je dirais pour les populations défavorisées, ça serait miser sur l'éducation. Développer un programme d'éducation où on peut avoir des focus group, des rencontres, où on peut discuter des problèmes d'obésité et des conséquences qui viennent avec pour que les patients prennent conscience et essayent de faire des interventions. Et aussi des éducations durant les visites médicales. Si le patient vient vous voir pour un autre problème et que le patient est obèse et en surpoids, il ne faut pas ignorer ça. Il faut adresser, il faut éduquer le patient. Peut-être que c'est une personne à revenu très, très, très bas et qu'on ne peut pas lui demander de faire des restrictions alimentaires, mais il faut informer et éduquer la personne pour que peut-être, si possible, elle arrive à faire certains choix. En termes de diète, il faut recommander le minimum qui serait éviter les fritures, diminuer la quantité de beurre, la quantité de graisse, la quantité d'huile qu'on utilise pour la cuisson, de favoriser les vives au lieu du riz, de boire de l'eau au lieu de boire des gazeuses, du jus en bouteille, des choses comme ça. Ce sont des petits changements qui sont pas trop compliqués à faire. Et puis, en termes d'exercice, ils vont pas aller au sport, ils vont pas aller au gym, mais on peut leur demander de choisir de marcher au lieu de choisir de prendre une moto pour aller quelque part. Et ce sont ces petits changements-là qui vont finir par avoir un impact significatif sur l'état général de santé de la personne.
Donc, ce sont quelques petites réflexions que j'ai faites par rapport à ce problème. Et je vais passer dessus assez rapidement. Donc, on sait qu'il y a beaucoup d'obstacles qui nous empêchent en tant que personnel de santé de prendre en charge l'obésité. Certains de ces obstacles peuvent être, on n'a pas assez de temps pendant les visites médicales pour faire l'éducation et le counseling des patients parce qu'il y a 20 patients dehors qui attendent d'être vus, on n'a pas ce temps. Parce que peut-être qu'on est sceptique par rapport aux résultats, tu ne veux pas proposer des interventions, tu ne voudrais pas proposer des interventions sur lesquelles tu n'as pas de garantie, tu ne sais pas si ça va marcher ou pas. En général, les gens ne sont pas familiers au traitement, au moins au traitement pharmacologique disponible pour l'obésité. Et même quand même quand on connaîtrait les médicaments, ils ne sont peut-être pas accessibles parce qu'ils ne sont pas disponibles en Haïti, ou bien s'ils seraient disponibles, ils seraient trop coûteux. Il y a aussi des biais que nous avons, peut-être que nous ne nous rendons même pas compte de ça. Les gens ont tendance à avoir des biais par rapport aux personnes avec obésité. Tu vois, on a tendance à voir ça comme de la négligence, comme un manque de discipline, un manque de contrôle de la part du patient, au lieu de voir ça comme une maladie chronique, une maladie qu'il faut traiter. Les gens ont des situations économiques précaires, donc c'est difficile d'aller leur parler d'obésité, de perdre du poids et de choisir des aliments sains, etc. Et aussi, le patient peut avoir un manque d'intérêt par rapport à ça parce qu'ils ont d'autres soucis qui sont peut-être plus importants pour eux. Cependant, malgré tous ces obstacles et toutes ces contraintes, en tant que médecin, comme nous savons toutes les conséquences dévastatrices et toutes les conséquences néfastes, tous les problèmes que l'obésité peut entraîner pour un patient, peut entraîner pour un système de santé, peut entraîner pour l'économie en général d'un pays, nous avons certains devoirs. Premièrement, le devoir d'éduquer les patients. Peut-être qu'ils ne pourront pas faire les interventions, mais il faut qu'ils sachent ce qui peut arriver quand les interventions ne sont pas adressées, et ça leur permettra de peut-être prendre de meilleures décisions. Ensuite, il faut reconnaître l'obésité comme une maladie qui est complexe et difficile à traiter et une maladie qui a besoin de suivi aussi. Il faut éduquer les patients sur la perte de poids et comment maintenir cette perte de poids une fois que c'est arrivé. Et aussi, il faut les aider à déterminer des objectifs qui sont réalistes et atteignables par rapport à leur situation socio-économique. Ce sont les références que j'ai utilisées pour cette présentation. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Et encore une fois, je veux dire que dans un milieu à ressources limitées, il nous faut vraiment miser sur la prévention au lieu d'attendre que les complications et les maladies arrivent pour les traiter.